Oui. Ok, je vais faire dire bonjour Brieux. Bonjour Anne. Voilà, on est ensemble aujourd'hui pour parler de burn-out, prévention du burn-out, sortie du burn-out. Quand je dis burn-out, c'est quoi pour toi? Ah, c'est une grande question. C'est quoi pour moi le burn-out? C'est vraiment une maladie. Je dirais, s'il fallait dire en raccourci, quelque part c'est le corps qui se rappelle à nous. C'est comme si dans nos sociétés occidentales aujourd'hui, on a oublié de prendre en compte notre corps et ses différents paramètres, sa santé, ses énergies, ses limites. Et je dirais vraiment, c'est typiquement une maladie de notre société d'aujourd'hui. Et je dirais vraiment, c'est le corps qui vient nous dire « Eh attention, j'ai des limites, je ne suis pas inépuisable et il y a certaines conditions qui sont nécessaires et qu'il faut prendre en compte eh bien, pour que ce corps puisse participer à toutes nos activités journalières. » Ok, quelles conditions? Eh bien, c'est apprendre à le connaître, déjà, à le respecter. Je suis frappé comme, en fait, on n'a pas reçu d'éducation à la relation à notre corps. Ok, on a tous eu à peu près 2 heures de gym durant quelques années. Et ben, on ne nous a pas appris à écouter notre corps, à en sentir les forces, la souplesse, les limites. Très peu de personnes ont connaissance de leur rythme biologique naturel. Est-ce que je suis du matin, du midi, du soir? Combien d'heures de sommeil j'ai besoin? En temps normal, hein, donc je ne parle pas en période de crise, de fatigue, non, en temps normal. Quel est mon cycle de sommeil? Enfin, toutes ces données de base sur en fait, notre corps avec lequel on est amené à vivre toute notre vie, ben, on ne nous a pas du tout appris à l'écouter, le prendre en compte, le respecter. On arrive tous sur Terre avec un certain capital santé, qui n'est pas le même pour tous, on n'est pas tous égaux. Et on doit apprendre à vivre avec ce corps, hein, parce que ce qui est sûr, c'est qu'on n'en a pas un de rechange. Tu peux changer de boulot, de bagnole, de téléphone, de plein de choses, de mari, de femme, de maison, de pays, mais pas de corps. Et cette base-là, ben, D'accord. elle est essentielle. D'accord. Qu'est-ce que tu penses qui, aujourd'hui, amène les gens à ne pas s'écouter ou à dépasser leurs limites ou aller vers l'épuisement? Est-ce que dans la société ou dans les entreprises, tu vois des choses se produire qui poussent les gens à arriver à leurs limites sans... Il y a un ensemble de facteurs. Le premier, je dirais, qui est la base de la base, c'est ce manque d'éducation, c'est-à-dire d'apprendre à écouter notre corps et ses énergies. Oui. Ça, c'est la base. Donc, un contexte culturel et éducatif. D'accord, mais individuel. C'est une responsabilité personnelle de... Personnelle et puis collective. On pourrait très bien apprendre ça dès l'école maternelle. Ce ne serait pas bien compliqué. C'est juste un apprentissage à s'écouter soi et se prendre en compte dans la réalité de ce qui est. Ça, je dirais, c'est plus personnel, individuel ou dans l'éducation collective. Alors aujourd'hui, je dirais il y a un ensemble de différents paramètres. J'en mettrai 3 piliers. C'est le type de société dans lequel on est. Aujourd'hui, on est dans une société, je ne dois pas te le dire, hein, de productivité, de rentabilité, d'efficacité, du tout de suite. Hein, il y a une immédiateté. Et je dirais, on est dans un mode qui est le flux tendu. Donc tout doit être tout de suite et on veut, avec un minimum de moyens, réussir à un maximum d'efficacité, de rentabilité, de produits. Ça, je dirais, c'est le modèle de société dans lequel on est. Dans ce modèle de société, en tout cas par chez nous, voilà, on va parler de la Belgique puisqu'on est en Belgique, il y a toujours une crise de quelque chose. Une crise politique, on est en plein dedans, ce n'est que une de plus. Okay, il y a les crises linguistiques et communautaires, ça fait des dizaines d'années que ça traîne cette affaire-là. Il y a des crises économiques, il y a des crises sanitaires, hein, la crise de la vache folle, puis du poulet à la dioxine, et puis etc. Et ça angoisse les gens? Exact, c'est ça. Ce qui fait qu'on est dans un climat d'insécurité permanent à tout niveau. Et par exemple, cette crise économique dont on parle tout le temps, qui est comme latente permanence, fait qu'on est toutes et tous convaincus que si on perd son job, on ne va pas en retrouver. Ça, c'est un des ingrédients qui fait que la majorité d'entre nous, quelque part sans s'en rendre compte,
parce qu'on est pollué par cette insécurité, eh bien on va accepter des conditions de travail ou des tâches à réaliser ou des missions à entreprendre dans des conditions qui sont juste absolument foireuses, qui ne tiennent pas compte de nos énergies, même de la réalité. J'avais un commercial qui disait, là, il n'y a pas longtemps, dans un groupe burn-out, ben voilà, il y a 10 ans, on était 75 sur la route. 10 ans après, aujourd'hui, on n'est plus que 25. Et à ces 25, on demande quoi? Eh bien, de réaliser, non pas la même chose que les 75 d'il y a 10 ans, mais beaucoup plus. Ouais, donc réduction de personnel. Ben, réduction de moyens, que ce soit de personnel, que ce soit de moyens mis en œuvre. Donc ça, c'est ce climat de société. Ça, c'est clairement quelque chose qui est en constante évolution, oui, et qui fait qu'il y a une pression qui augmente énormément. Il y a ça. Il y a le deuxième ingrédient, c'est l'impact que ça a directement sur les entreprises, par exemple, ou sur les milieux de travail, tout simplement, oui, qui sont soumis au même contexte, aux mêmes conditions. En Belgique, il faut quand même être très honnête, pour qu'un employeur engage du personnel, il faut que la croissance de son entreprise soit florissante, parce qu'engager du personnel, ça coûte une fortune, exactement. Et donc, comme cette croissance florissante n'existe pas, qu'est-ce qu'ils font? Mon père de famille, comme on dit, ils vont gérer leur entreprise en se disant, on va essayer de faire des économies. Et on fait des économies sur ce qui coûte le plus cher, logique, donc sur l'emploi. Donc quelqu'un qui part à la retraite, on ne le remplace plus, quelqu'un qui est en maladie longue durée, on ne le remplace plus, etc., etc. Et ce faisant, tu te retrouves avec moins de personnel pour assurer plus de boulot. Et il y a un gros paradoxe aujourd'hui, c'est que ceux qui ont du boulot ont trop de boulot, et puis les autres, ils n'en ont pas. C'est un non-sens. Tu disais 3 piliers, donc j'ai noté les sociétés productives. Le mode de société dans lequel on est, ouais, l'impact que ça a sur le monde et le milieu du travail, c'est-à-dire le type d'organisation au travail. Ouais. Aujourd'hui, tout change très vite, tout de suite, tu reçois des SMS non-stop, des messages non-stop. Personne n'a dans son descriptif de fonction le temps que tu dois passer pour répondre à tes mails, etc. Même les étudiants, simplement pour devenir prof à l'école normale, reçoivent des messages à minuit ou 1h du matin via Facebook pour des examens ou des tests qu'ils ont le lendemain. Enfin, ça devient complètement délirant. Ouais. Tu vois, donc ça, c'est vraiment ce contexte et l'impact que ça a sur le milieu du travail. Le troisième pilier, c'est le stress ou la pression qu'on va se mettre soi-même et qui est lié là au profil des personnes à risque. Et là, le burn-out va toucher prioritairement, je dirais principalement, surtout qui? Les personnes qui sont engagées, passionnées, qui se donnent à fond dans leur travail, qui aiment profondément leur travail, qui sont plutôt du coup perfectionnistes, qui ont du mal à déléguer. Pas du tout parce qu'ils n'ont pas confiance dans leurs collaborateurs, mais vraiment parce que le temps que je lui explique, j'aurais plus vite fait moi-même et au moins je sais que c'est bien fait. Et ces gens-là, forcément, ils vont être surinvestis, surengagés. C'est du pain béni pour n'importe quelle entreprise. Donc, comme on sait qu'on peut compter sur eux, on va facilement les solliciter. Comme ils ont du mal à mettre leurs limites et à dire non, ils vont facilement prendre l'engrenage d'en faire trop. Eh bien, pour qu'il y ait un burn-out, ils font conjonction de ces 3 piliers. Parce que des gens passionnés, engagés, qui se donnent à fond dans leur travail, il y en a depuis toujours. Hein. Oui. Depuis qu'il y a des hommes et des femmes sur Terre. Exactement, et ça ne menait pas au burn-out. Non. Donc c'est la combinaison des 3. Ouais. C'est sur un terrain d'une certaine personnalité. Voilà, ce sont les premiers qui vont sauter. C'est un peu comme des disjoncteurs sur un tableau électrique. Ouais. Ce sont les premiers qui sautent. Alors si dans une équipe, j'ai vu ça, dans une équipe, il y avait le pilier, c'est-à-dire cette personne à risque. Ouais. Une fois que cette personne à risque, elle saute, forcément, tu répartis sa charge de travail sur les 2, 3, 4 autres qui restent dans l'équipe, et ceux-là vont s'écrouler aussi. D'accord. C'est ce que tu vois dans ton métier? Oui, c'est ce que je vois. C'est en effet boule de neige quand il y en a un. C'est-à-dire quand dans une équipe de 3, 4, 5, 6 personnes, tu as le pilier central sur qui repose quelque part toute l'équipe qui tombe, à un moment les autres s'écroulent. Alors c'est pas des gens faibles qui font des burn-out? Alors c'est la croyance qu'ils ont, eux, quand ils arrivent. Ils sont convaincus d'être nuls, de ne pas avoir été à la hauteur, d'être défaillants, alors qu'en fait, si tu écoutes le profil que j'ai donné, c'est tout le contraire. C'est des gens passionnés, engagés, qui se donnent à fond dans leur travail, sur qui on peut vraiment compter. Oui.
Il y en a, ils font partie des meubles de l'entreprise ou du travail, enfin du milieu de travail où ils sont. Ça fait 20 ans, 30 ans qu'ils sont là, et ils deviennent des référents. Même le patron qui a parfois changé plusieurs fois, on vient à se référer à ces personnes-là. Donc eux ont la croyance que c'est pour les faibles, et en fait c'est exactement le contraire. Ce sont des gens sur qui on peut compter, qui sont des belles personnalités. Ok, alors tu disais quand ils arrivent, ils ont perdu leur confiance en eux. Comment on travaille avec des gens qui arrivent un peu brisés, épuisés? On les prend à quel moment chez PRH? On les prend quand ils sont prêts à venir. Parce que tu sais comme moi... Une certaine fatigue, après un déni, une période où il faut d'abord... Non, dès qu'ils sont capables de venir à une rencontre de 3 heures, par exemple. D'accord. Parce qu'on les reçoit surtout en groupe, parce qu'on est plus efficace, on va gagner... Oui, on va être plus efficace en travaillant en groupe avec eux. Pourquoi? Parce que ils arrivent avec une énorme culpabilité. C'est un signe qui est essentiel. Cette culpabilité va arriver au moment où ils ne sont plus capables d'aller assurer leur service. Soit parce que leur corps leur impose un arrêt, soit parce que le médecin arrive enfin à les arrêter, parce qu'ils ne veulent jamais s'arrêter. Et quand ils s'arrêtent, il y a une culpabilité monumentale. Alors, pour qu'ils puissent venir dans un groupe, il faut qu'ils aient d'abord l'énergie. Il y a des gens, ils sont dans leur lit, ils veulent aller travailler, mais ils ne savent plus en sortir. Parce que la pile est à plat, le corps, il n'y a plus d'énergie. Donc il va d'abord falloir qu'ils récupèrent un minimum d'énergie que pour faire le déplacement jusqu'à un groupe et pouvoir rester dans une certaine attention durant 3 heures. D'accord. Donc la première étape, c'est récupérer une énergie physique minimum pour venir dans ces groupes. Et là, qu'est-ce qui va être important? C'est d'abord de les aider à comprendre ce qui se passe. Ça va être la clé prioritaire. Et je vois bien, c'est ce que je fais dans les premières rencontres, c'est expliquer qu'est-ce que c'est le burn-out, comment ça fonctionne. Et ça permet de vraiment... Et le fait qu'ils soient avec d'autres, et du coup, ils entendent un petit peu les histoires des uns et des autres, très sobres, mais ça leur permet de se reconnaître, de se dire « Ah, il n'y a pas que moi. Je ne suis pas fou, ou je ne suis pas folle, ou je ne suis pas mauvais, quelque part. » Ça, déjà, ça a un effet apaisant. Donc, première étape, comprendre. Vous mélangez des gens en pré-burnout et qui ont vraiment, qui sont en arrêt maladie, ou vous faites dans des groupes séparés? Ah non, il y a aussi, c'est majoritairement des gens qui sont en arrêt. Oui. Pourquoi? Parce que tant qu'ils ne sont pas en arrêt, ils vont bosser. Ils veulent aller bosser. Et il y a quelques personnes qui sont en pré-burnout, ou à la limite, ou qui ont senti que, oups, ils étaient passés pas loin. Et qui viennent dans les groupes, mais ce n'est pas du tout la majorité. Ils sont les bienvenus, mais tu sens bien que la motivation n'y est pas. Tant qu'ils n'ont pas touché le fond, c'est triste à dire, mais c'est comme ça. Ils ne voient pas l'intérêt. Ils sont dans, mais de toute façon, j'ai toujours fait comme ça, donc je vais continuer à faire comme ça, et il n'y a pas de raison que ça change, quoi. Oui, ça a fonctionné pendant tout un temps, donc on ne voit pas pourquoi ça change. Non, ils ne voient pas très bien l'utilité. Et à la rigueur, venir dans les groupes trop tôt, ça les dessert. Parce qu'ils voient les autres qui ne vont pas bien, ils disent « Oh, mais moi je ne suis pas comme eux. Ouais. » Et donc, voilà, c'est surtout des gens qui sont en arrêt, qui ont eu un pépin. Alors, vous leur expliquez ce que c'est le burn-out, comment ça fonctionne. Ils entendent les histoires des autres, l'interaction, l'effet de groupe. Et ensuite... La première étape, ça va être de les aider d'accepter que c'est la réalité. Et ça, je vois, c'est déjà un fameux travail. Alors cette acceptation, ça se fait progressivement, tu le sais comme moi. C'est étape par étape, petit à petit. Mais le fait d'être avec d'autres, de pouvoir être confronté aux histoires des uns des autres, parce qu'il y en a, ils arrivent, ça fait plus d'1 an ou 1 an et demi qu'ils sont en arrêt, d'autres, ça fait 15 jours. Et de reconnaître et de s'entendre, ça les aide à intégrer petit à petit. Que ce n'est pas juste un coup de mou, une fatigue, mais qu'ils ont un vrai problème à solutionner. Oui, tout à fait. Donc ça, c'est vraiment les aider à accepter. Et ça va prendre plusieurs mois, cette acceptation, et on va accompagner ce processus d'acceptation. Et puis c'est très vite les aider à devenir intelligents de qu'est-ce qui a l'air de recharger leur batterie, c'est-à-dire de retrouver de l'énergie physique d'abord et psychologique. En fait, il y a deux batteries qui sont en parallèle, si je puis dire.
Mais il faut d'abord qu'on s'occupe de la batterie physique, parce qu'en général, elle est complètement à plat. Et là, c'est vraiment les accompagner pour qu'ils apprennent à sentir qu'est-ce qui vraiment les recharge, de manière très concrète. C'est pas le savoir. Hein. Le savoir, c'est facile. Je peux dire, ah oui, quand je fais du vélo... Non, c'est de l'expérimenter. Parce que parfois, entre le savoir et la pratique, c'est juste... Il y avait une dame, par exemple, pour être très concret, elle sait qu'aller à la mer, ça lui fait un bien fou. Mais elle n'y va jamais. Non, c'est jusque-là, dans l'état où elle est incapable de monter dans sa bagnole et de faire 1 heure, 1 heure et demie de route pour aller à la mer. Donc elle sait que ça la recharge. Mais physiquement, son corps lui dit, écoute, non, c'est pas possible. D'accord. Tu vois? Donc, il y a ce que je sais, et puis il y a ce qui est accessible et réaliste. Et ça, c'est capital. C'est d'intégrer cette notion-là. Ok, j'aimerais aller à la mer, mais là, c'est juste impossible. Alors, où je trouve quelqu'un qui m'y dépose et m'y conduit, mais il va falloir causer toute la route, et ça, en général, c'est déjà trop. Ouais. Tu sens? Donc, c'est vraiment apprendre à expérimenter de fait ce qui me charge. C'est la priorité. Ouais. L'étape suivante, ça va être vraiment de les aider à distinguer qui ils sont, de comment ils fonctionnent. Parce que eux, ils ne voient pas la différence. Souvent, quand j'arrive déjà rien qu'à évoquer ça, c'est comme si je leur parle une langue étrangère. Parce qu'ils vont te dire, c'est la même chose. Ben, c'est la même chose. J'ai toujours fonctionné comme ça. Donc, c'est moi. Eh bien non. Ça, on attaque ça très très vite. Dès la deuxième rencontre, on va commencer à aborder ça pour les aider à distinguer. Il y a qui ils sont et à comment ils fonctionnent. Parce que qui ils sont, on ne va pas le changer. Hein. Ça, c'est d'origine. Mais comment ils fonctionnent, c'est ça qui doit changer. Parce que s'ils ne changent pas leur manière de fonctionner, ils peuvent changer autant de fois qu'ils veulent de boulot, ça ne va rien résoudre. Oui. Mais est-ce que les gens savent qui ils sont? Ou c'est aussi non, un travail? non, c'est étonnant. Ah oui, à la deuxième rencontre, c'est extraordinaire. Je leur demande, allez, je leur dis, on est en 2020, je demande d'écrire 5 qualités. Ouais. C'est difficile. Et puis ils y arrivent difficilement, oui. Ouais. Ils arrivent vraiment difficilement. Et à la fin de la première rencontre, ils ont du mal à écrire 5 qualités, et ils ressortent tous à peu près avec entre 15 et 20 qualités, qu'ils ont de fait reconnues. Oui. Ah, ça montre qu'il y a un énorme décalage entre l'image qu'ils ont d'eux-mêmes et la réalité de qui ils sont. Et ça, là, il y a du boulot, tu vois. Et en fait, c'est ça la maternelle, sans doute, déjà. Ah bah oui, tout à fait. Leur dire, tu fais pas bien, tout à fait. Bien, mais dès l'école, c'est qu'une conséquence de l'école. Hein. Voilà. Donc c'est qu'une conséquence de l'école, c'est le modèle éducatif. C'est ce que j'appelle le syndrome du bic rouge, en fait. Tu vois. Oui. Depuis qu'on est tout petit, qu'on va à l'école maternelle, tu as quelqu'un majoritairement de toujours bien intentionné, qui vient souligner avec son bic rouge ce qui systématiquement ne va pas. A mis de la plasticine partout, tient pas assis sur sa chaise, papote avec sa voisine. Bon, c'est pas bien méchant. Tu vas à l'école primaire, là, tu reçois des points. 8 sur 10, 7 sur 10, 3 sur 10. Et celui qui a régulièrement des 2, des 3, qu'est-ce qu'il va se dire dans sa logique à lui? Je suis nul. Je suis nul. Or, ce qu'on a marqué au bic rouge n'a rien à voir avec qui il est. C'est ce qu'il a fait. Et quand tu rentrais à la maison, ou tu rentres à la maison, souvent, tu en as 2 tout aussi bien intentionnés, qui font quoi? Eh bien, simplement qui en rajoutent une couche. Et si tu as 8 sur 10, au mieux, en fait, on va rien te dire. On dit rien. S'il y a un peu d'humour, on va dire, bah alors Anne, ils sont où les 2 petits points qui manquent? Mais tu parles de mes parents, là. Voilà. Mais où sont les 2 petits points qui manquent? Évidemment, si tu as eu 3 sur 10 à ton devoir, c'est un autre son de cloche que tu vas entendre. Et bah alors Anne, qu'est-ce que tu as foutu? Tu n'as pas été attentif, tu n'avais pas lu les consignes, tu avais oublié des papiers à l'école. Enfin voilà, bam, 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 on va te massacrer là-dessus. Mais si tu regardes la réalité, effectivement, le gamin qui a eu 3 sur 10, ça représente ce qu'il a fait. Ça ne dit en rien qui il est. Il a peut-être mis en œuvre beaucoup de ses qualités humaines pour faire ça. Il a peut-être fait preuve de patience, de persévérance, de ténacité, de soin, de courage, d'attention, de rigueur. Tout ça. Et on dirait que tout ça, c'est qui il est, eh bien, tout le monde s'en fout.
Et donc effectivement, quand tu dis que cette rééducation ou cette éducation, on devrait l'avoir dès l'école, oui, mais enfin tu vois là, s'il faut commencer à attendre qu'on change l'institution école, surtout en Belgique, hein, quand il n'y a rien qui bouge, avant d'aider les gens, c'est cuit. Donc pour les aider à identifier qui ils sont, tu passes par leur qualité. Oui. Et autre chose dans... Je passe par leur qualité, les aider à les reconnaître. Je te dis, au départ, ils ont du mal à en trouver 5. À la fin de la première rencontre, ils en ont entre 15 et 20 qu'ils ont pu reconnaître. Et là, je vais leur donner un petit jeu tout simple pour qu'au quotidien, ils apprennent à les reconnaître. Ils apprennent à les reconnaître, non pas avec leur mental. C'est très vite fait d'apprendre la liste par cœur ou de savoir que je suis en bienveillant, savoir que je suis attentionné, savoir que je suis respectueux. Je peux le savoir. Le tout, c'est que j'arrive à le sentir quand je le vis. C'est-à-dire pouvoir me prendre la main dans le sac à un moment où je suis bienveillant, attentionné, pédagogue, généreux, et me dire « Ah oui, c'est moi ». Et vraiment, c'est vraiment une éducation, une rééducation, pour apprendre à me prendre en flagrant délit de vivre mes compétences humaines, ma part d'humanité. Et c'est un sacré boulot, ça. Parce que cette image négative qu'ils ont d'eux-mêmes, qui est enregistrée dans leur tête, dans leur disque dur, elle est extrêmement résistante. C'est une sorte de reprogrammation de... Oui, voilà, tu pourrais dire une reprogrammation, c'est-à-dire d'aider notre cerveau à reconnaître la réalité de qui nous sommes. Si tu veux, c'est un peu prendre le contre-pied du bic rouge, c'est apprendre à travailler avec un bic vert pour trouver le juste équilibre. Ok, j'ai à tenir compte du fait que j'ai eu 3 sur 10 à mon devoir et effectivement des compétences que je n'ai pas acquis. Ça, c'est juste. Mais si j'arrive pas à reconnaître les qualités humaines que j'y ai investies, c'est une catastrophe, oui. Parce que c'est vrai que parfois tu donnes le meilleur de toi, puis tu n'obtiens pas le résultat que tu espérais. Mais ça ne dépend pas toujours que de toi, ça. C'est un levier suffisant pour reconstituer la confiance en eux, ou la créer, s'ils n'ont peut-être jamais eu, même. Alors suffisant, cet outil tout seul, je suis bluffé, tu vois. C'est un outil tout simple. Tous les jours, ils vont être invités à tirer un petit papier sur lequel il y a une compétence. Ça prend rien comme temps, ça pompe aucune énergie, c'est d'une simplicité enfantine. On peut faire ça avec des enfants de l'école primaire. Mais s'ils jouent le jeu tous les jours, ça a une puissance de transformation qui est édifiante. C'est un papier avec une qualité ou une compétence? Oui, une qualité, une compétence que eux se reconnaissent et qu'ils ont et qu'ils vont devoir reconnaître et apprivoiser. L'intention, c'est aussi, tu vois, derrière, par exemple, la bienveillance, si on prend cette qualité humaine-là, on a tous une idée dans notre tête de ce que c'est la bienveillance. La générosité, c'est pareil. La créativité aussi. Eh bien, il s'agit que je me dégage de l'idée que j'en ai pour entrer dans l'expérience de ma manière à moi de le vivre. Ta manière à toi, Anne, d'être créative n'a rien à voir avec ma manière à moi d'être créatif. Et pourtant, dans les deux cas, ce sera de la créativité. Tu vois, si dans ma tête, j'ai l'idée que la créativité, c'est Rembrandt, Mozart ou Béjart, si moi je ne fais pas du Rembrandt, Mozart ou Béjart, je vais me dire « Ah ben je ne suis pas créatif, je fais un raccourci ». Et donc on est piégé par les images qu'on a. Eh bien, c'est quitter ces images pour entrer dans l'expérience de qui je suis. Alors à ça, on rajoute d'autres petits outils pour croiser ça. On tire un papier par jour et on doit pendant ce jour-là s'observer. Non, le papier on tire a posteriori. Tu vis ta journée, tu rentres chez toi et tu prends dans ta petite enveloppe ou tu mets ça dans ce que tu veux, dans ton petit bol, tu prends un papier, une qualité. Il y a combien de qualités à peu près? Une infinité, autant qu'il y a, tout plein des qualités humaines. Chacun va le décliner. Alors il y a les grands standards, il y a les classiques, j'ai envie de dire, mais il y en a des dizaines. Et chacun va prendre celle qui se reconnaît. Tu vois? Voilà, je pioche la bienveillance et je vais regarder, mais aujourd'hui ou ces jours derniers, à quel moment je me suis senti vivre ça? Tout simplement. Et je cherche le moment, non pas où je sais que je l'ai vécu, mais où je l'ai senti. Alors, bien sûr, je ne l'ai pas senti quand je l'ai fait. Mais si avec ma tête, je peux dire, ah tiens, tout à l'heure dans l'entretien avec telle personne, oui, il y a eu de la bienveillance, ça veut dire que je l'ai vécu.
Maintenant, je vais essayer d'aller rechercher le petit moment où j'ai eu la sensation de cette bienveillance. Et c'est souvent un instant, une seconde, hein, c'est très bref. Mais si je peux retrouver comme ça petit à petit les sensations de toutes ces compétences, ça va valider que c'est vrai, que je suis porteur de cette compétence, de cette capacité, qui a potentiellement ça en moi. Ce faisant, qu'est-ce que je fais? Je fais une mise à jour de l'image que j'ai de moi. Naturellement, ça augmente l'estime de soi, naturellement, ça augmente la confiance en soi, et tout aussi naturellement, je vais être plus assertif dans mes relations. Donc mieux me respecter, du coup pouvoir mieux mettre mes limites. C'est juste logique. Alors pourquoi c'est essentiel? Expliquer la différence entre estime de soi et confiance en soi. Alors l'estime de soi, c'est justement en lien avec la manière dont je me perçois et dont je me vois. C'est-à-dire, est-ce que je trouve que qui je suis est quelqu'un de bien? Oui. C'est de l'estime, c'est une question de regard. La confiance, c'est l'expérience que j'ai de pouvoir compter sur ces compétences, de pouvoir m'y fier. C'est-à-dire d'avoir foi en moi. Pourquoi? Parce que j'ai l'expérience de ma bienveillance, parce que j'ai l'expérience de ma capacité d'organisation, de mon ouverture aux autres, de ma spontanéité, de ma capacité à parler en public, etc. etc. D'accord. Ça vient vraiment d'une expérience que je fais, donc d'une sensation interne. D'accord. Ça, c'est capital. Mais ça va naturellement venir, à partir du moment où j'entretiens ce regard juste et vrai sur qui je suis. Alors pourquoi c'est essentiel dans le burn-out? Parce que dans le burn-out, il y a ce fonctionnement qui fait que je m'occupe toujours d'abord des autres. Je donne à l'autre. Il y a comme une croyance, qui est fausse, mais qui est là, que l'autre est plus important que moi. Tant que je crois ça, soit que l'autre est plus important que moi, ou tu le mets dans l'autre sens, hein, que qui je suis ne vaut pas grand-chose, n'a pas de valeur, comment veux-tu que ces personnes arrivent à dégager du temps et des moyens pour prendre soin d'elles? Je donne toujours ce petit exemple tout simple. Tu rentres du supermarché, tu as eu des produits frais, la dame a gentiment emballé ça dans un petit sachet, tu sors tes ingrédients frais du petit sachet, tu te tournes, tu les mets au frigo. Et puis quand tu te retournes, tu vois que le petit sachet n'est plus là, tes gamins sont partis avec, et ils sont en train de mettre des cailloux, du sable, faire la miche popote là-dedans. Tu ne vas pas t'en inquiéter. Pourquoi? Ce petit sac n'a à tes yeux aucune valeur. Même exemple, tu rentres chez toi, tu viens d'aller faire les soldes, tu as un tout nouveau joli sac à main, et tu es content d'avoir trouvé ce sac parce qu'il y avait longtemps qu'il te faisait de l'œil, tu l'as eu à un bon prix, tu es ravi, tu sors ce qu'il faut mettre dans le frigo, tu le mets dans le frigo, tu te retournes, le sac est parti, même chose, les enfants font de la miche popote dedans. Ouais, là ton sang ne va faire qu'un tour, ils vont t'entendre et tu vas te mettre à crier, à rouspéter. Pourquoi? Parce que ce sac, à tes yeux, a de la valeur. Donc tu vas mobiliser de l'énergie pour en prendre soin. Ben, dans le processus du burn-out, c'est exactement la même chose. Pour qu'ils prennent soin d'eux et donc s'accordent du temps et des moyens pour recharger leur batterie, à la fois physique et psychologique, tant qu'ils ont la perception qu'ils ne valent rien, ben, ils ne vont pas investir du temps et de l'argent. Hein. Ils ne vont pas se mobiliser pour prendre soin d'eux. C'est juste logique aussi. Et ça, c'est vraiment... Donc c'est pour ça qu'on attaque ça tout de suite. Rééduquer ce regard sur soi. Apprendre à reconnaître le beau, le bon de qui on est, de fait. Hein. Pas en théorie, on n'est pas en train de se jeter des fleurs, c'est très concret. D'accord. Vous vous voyez tous les combien de temps? Alors, tous les 3 à 4 semaines. Quelque chose comme ça. Donc plus ou moins une fois par mois. Alors, il y a plusieurs raisons à ça. Parce que souvent, ils posent la question, ah, mais pourquoi on ne se voit pas toutes les semaines? Ah, mais c'est très intéressant comme question. Parce que l'approche qu'on a, elle est pédagogique. Elle n'est pas thérapeutique. Et donc, dans cette approche pédagogique, qu'est-ce qu'on vise? C'est que la personne devienne petit à petit elle-même l'actrice du changement qui est nécessaire. Nous, on va apporter des pistes, des outils, de l'accompagnement, du soutien, un encadrement, mais notre intention, c'est que la personne se mette debout par elle-même et devienne elle-même acteur du changement.
et pour ça, il faut qu'il y ait une période, j'allais dire, de flottement, où elles se disent, oui, mais l'outil que j'ai eu, ça m'aide, mais il manque quelque chose. Ah, ça devient intéressant. Parce qu'alors, elle va se mettre à chercher. Alors, pas n'importe où, puisque dans les groupes, il y a un échange de bonnes pratiques, j'ai envie de dire. Ils auront entendu des pistes et des choses que d'autres ont mis en place ou d'autres ont expérimenté. Mais ça va les rendre chercheurs. Ce qu'on vise, c'est surtout pas qu'ils entrent dans une dépendance vis-à-vis du formateur. Ça ne nous intéresse pas, ça. C'est qu'ils, par eux-mêmes, ils trouvent les trucs et astuces, par exemple, qui vont les recharger. On est extrêmement différents. Il y a des personnes, ce qui va vraiment les apaiser, ça va faire de la méditation ou de prendre un temps de silence. D'autres vont préférer écouter de la musique, d'autres encore vont préférer aller marcher dans la nature. D'autres, ça va être aller rechercher leur instrument de musique parce qu'ils aiment faire de la musique. Il y a une telle diversité de moyens aujourd'hui que c'est important qu'ils se mettent à chercher par eux-mêmes. Alors il y a une autre, donc ça c'est vraiment la première intention. Et pourquoi on choisit une approche, je dirais, pédagogique et non thérapeutique? Simplement, c'est de nouveau une question de bon sens, non pas que l'une est meilleure que l'autre, c'est juste qu'elles sont dans des temporalités différentes. Quand la personne arrive et qu'elle est en burn-out, elle est donc épuisée, et il n'y a donc pas d'énergie. S'il faut entamer un processus, je dirais, thérapeutique, qui veut dire aller guérir de quelque chose qui ne va pas, ça veut dire se tourner quelque part vers son passé pour aller voir, mais qu'est-ce qui est à l'origine de ce fonctionnement? Qu'est-ce qui fait que je suis tombé en burn-out? Est-ce qu'il y a des causes dans mon passé, dans la relation à mes parents, dans mon passé d'enfant, que sais-je? Toutes ces questions sont extrêmement pertinentes et intéressantes, mais il y a un grand mais à cette étape-là, c'est que ça va demander beaucoup d'énergie. Aller retoucher les blessures de passé, aller se replonger dans ce qui a peut-être été douloureux ou difficile, ça pompe une énergie colossale. Et à ce moment-là, ils n'ont pas cette énergie, et ils ne sont pas prêts à ce travail-là. Donc dans un premier temps, la priorité, et c'est ce qui nous fait proposer une approche pédagogique, c'est de les aider à apprendre à se connaître, à prendre soin d'eux et à recharger leur batterie, c'est la priorité des priorités, et à devenir acteurs de recharger et être autonomes dans ce prendre soin de leur corps et de ses énergies. Une fois qu'ils ont retrouvé un niveau d'énergie nécessaire, une fois qu'ils ont pu se retrouver et distinguer qui ils sont de comment ils fonctionnent, eh bien, il sera toujours temps d'aller voir, si c'est nécessaire, les causes et les racines de cette affaire-là. Et à ce moment-là, ils auront déjà pris du recul, ils auront récupéré de l'énergie. Et à ce moment-là, ça peut être extrêmement pertinent d'aller faire cette démarche. Ou pas, selon chacun et selon ce que chacun vise et recherche. D'accord. Pendant combien de mois vous voyez environ Alors il y a une base qui est 5 rencontres, c'est-à-dire 5 mois. Durant ces 5 rencontres, on va progressivement mettre en place différents outils et accompagner la mise en place de ces outils et l'interaction de ces différents outils entre eux. Ensuite, je vais dire, il y a les groupes continus. De toute façon, c'est toujours libre. Donc la personne s'inscrit à une rencontre, et puis elle vient à la seconde si elle le souhaite, à la troisième, ainsi de suite. Bien sûr, si elle vient à la première rencontre, elle ne peut pas rejoindre la troisième sans avoir fait la deuxième. Ça, c'est, je dirais, pour les 5 premières rencontres. Ensuite, c'est ouvert et libre. Si tu as fait les 5 premières rencontres, tu peux venir à la 6e, la 7e, puis pas venir à la 9e, la 10e et revenir encore. C'est, je dirais, à la carte. C'est vraiment alors un groupe d'accompagnement et de suivi, et qui permet aux uns et aux autres de venir échanger et de continuer à travailler avec ces petits outils et de voir qu'est-ce qui m'aide et d'aborder aussi les problématiques qui surgissent en cours de route. Je comprends bien. Quand on a déjà fait les 5 premières rencontres et qu'on continue à venir, ce ne sont plus les thèmes des 5 premières rencontres. Non. Ce sont des thèmes pour les groupes continus. Alors on va réaborder les thèmes du pas la première rencontre, mais on va les aborder de manière en partant de ce qu'ils amènent. Si tu veux, les premières rencontres, nous on amène des matériaux et des outils, on fait le suivi, et après, ça va dépendre avec quoi chacun vient comme question, comme observation, et là on va venir compléter en fonction. Donc ça devient vraiment un groupe de suivi d'accompagnement qui est soutenant
de leur démarche. À côté de ça, bien sûr, à un moment, certains vont par exemple sentir la nécessité d'aller clarifier plus loin, mais qui suis-je ? Il y a beaucoup de personnes qui vont faire la session qui suis-je, et ça vient compléter les apprentissages qu'ils font dans ce groupe, ça vient enrichir et approfondir et enraciner ce qu'ils ont acquis comme compétences, et ça donne une stabilité, une solidité, plus de confiance, voilà, notamment, qui permet de continuer la route. Ok. Est-ce que tu as une opinion par rapport au fait qu'on entend de plus en plus que il faudrait remettre les gens au travail assez rapidement, on dit entre 3 et 6 mois à partir du moment où ils ont un arrêt maladie, parce que la durée est un facteur crucial pour qu'ils retournent un jour au travail. Est-ce que c'est quelque chose dont tu tiens compte, ou quelque difficulté ? Alors j'en tiens absolument pas compte, parce que c'est totalement faux. Ça, pour moi, c'est une fausse croyance. Ça ne veut pas dire que des gens n'ont pas du mal à retourner au travail, hein. Je ne suis pas en train de dire ça. Et en même temps, je comprends pourquoi, notamment au ministère de la Santé, on dit ça, hein, c'est très clair. Il y a des psychiatres aussi, oui. Des chercheurs. Alors, pour moi, ça part de peur. La peur première qui est là derrière, c'est la peur de ne pas pouvoir financer ça. Et là, je suis plutôt d'accord avec eux, il y a un gros problème de société. Hein. Tu le sais sans doute, 2017, c'est la première année dans l'histoire de l'humanité que les travailleurs, enfin plutôt les maladies de longue durée liées aux travailleurs, aux problématiques de harcèlement, enfin pas de harcèlement, aux maladies psychosociales au travail, ont coûté plus cher que le chômage. Or, on sait tous que c'est quand même sur ce que produisent les travailleurs, on va ponctionner de l'argent pour payer le chômage. Si ces travailleurs qui sont malades se mettent à coûter plus cher que le chômage, il ne faut pas avoir fait des grandes études mathématiques pour se dire vers quoi on va, vers la faillite de l'État. Parce que ça n'est pas finançable. Donc je comprends très bien que là-haut, dans le ministère de la Santé, entre autres, ils balisent, et comme ils sont que sur des politiques de court terme, qu'est-ce qu'ils veulent viser ? Remettre les gens au travail très vite, parce que statistiquement, ce sera bien meilleur pour leur réélection, et puis parce qu'ils vont changer quelque part d'enveloppe budgétaire. Ça, pour moi, c'est la plus grosse bêtise à faire. Pourquoi ? Si on les remet beaucoup plus vite au travail, alors qu'ils ne sont pas prêts physiquement, qu'est-ce qui va se passer ? Ils vont tomber encore plus malades physiquement. Ça veut dire quoi ? Beaucoup plus d'examens biomédicaux, beaucoup plus d'hospitalisation, beaucoup plus d'opérations, et donc, in fine, ça va coûter encore plus cher à la société. Ça, c'est un calcul qui est donc foireux. Remettre les gens beaucoup plus vite au travail, ça a une certaine logique. Pourquoi ? Parce que si on les remet beaucoup plus vite au travail, eh bien, ils n'auront pas changé leur fonctionnement. Donc, ils vont retourner au travail avec le même fonctionnement qu'avant, et donc, on va se dire, comme ça, ils vont travailler comme avant, c'est-à-dire comme des fous. Ah oui, c'est sûr qu'une fois qu'ils sont dans l'entre-deux, donc je fonctionne d'une manière dysfonctionnante qui fait que j'en fais trop, mais je vais être amené à lâcher ce fonctionnement pour aller vers un fonctionnement beaucoup plus harmonieux, qui pour ces personnes-là est inconnu et insécurisant. Et donc il y a toujours une période où ils sont dans cet entre-deux qui est extrêmement inconfortable et où quelque part ils sont totalement inaptes à retourner au travail. Ils ne savent plus fonctionner comme avant, ils ne savent pas encore fonctionner d'une manière harmonieuse, et donc ces gens-là sont dans un entre-deux, qui fait que si tu les remets au travail à ce moment-là, ils sont totalement inaptes et incompétents. Si le psychiatre a observé ça, il va dire « Attention, c'est dangereux de les laisser trop longtemps », mais sauf qu'on est juste dans un entre-deux. Ouais. Si on accompagne le processus du changement jusqu'au bout, la personne va retrouver une très belle capacité de fonctionnalité et de travail, mais aura appris à tenir compte de l'énergie réelle et de ses valeurs. Elle sera donc tout à fait compétente pour retourner travailler. Tu viens de rajouter le concept valeur, donc on a beaucoup parlé d'énergie de la personne et de ses valeurs, tu viens de dire. Oui, ses valeurs, c'est-à-dire c'est ce qui fait sens pour la personne. On a toutes et tous un ensemble de qualités humaines assez vaste.
Et dans cet ensemble de qualités humaines, il y en a 4-5 qui sont plus centrales et plus essentielles. C'est ce qu'on appelle nos valeurs. Ces valeurs, il s'agit que je les prenne en compte. Tu sais comme moi qu'il y a un type de burn-out qui est le brown-out, qui est un burn-out par conflit de valeurs. C'est impossible pour l'être humain de se piétiner dans ses valeurs centrales, sinon il disjoncte. Où se trouve le disjoncteur? Mais c'est le corps qui lâche. Ça, j'ai aussi une très belle histoire là-dessus, avec une jeune femme à qui on a demandé d'exécuter des tâches totalement à l'encontre de ses valeurs. C'était insupportable et elle est tombée malade. C'est le corps qui a disjoncté, c'est un burn-out. Pourtant, il n'y avait pas trop de pression, elle adorait son boulot, mais si on piétine nos valeurs, c'est pas jouable. Donc le fait de vouloir remettre les gens trop vite au travail, je comprends la logique ministérielle, je peux comprendre le psychiatre qui dit oui, mais là, la personne après un certain temps risque de ne plus être capable de retourner. Oui, il y a une phase où effectivement elle n'est pas capable. Mais si on accompagne, on retrouve une autre phase où elle est opérationnelle à nouveau. D'accord. Dans ton expérience, les gens changent de métier, de fonction, d'entreprise? Tout est possible. Mais dans mon expérience, il y a des choses rigolotes, c'est que à la première rencontre, c'est très intéressant. Il y a pas mal de gens qui disent « Oh, moi je ne retournerai plus jamais travailler là, j'en veux plus, c'est fini ». Et je leur dis toujours, ne prenez aucune décision. Vous n'êtes pas en état de prendre quoi que ce soit comme décision. Et souvent, ce que je constate, ceux qui ont dit ça au début, à la fin, ils retournent quand même dans leur job. Et vice-versa. Il y a des gens qui disent « Si, moi je retournerai là, j'adore mon boulot ». Et in fine, tu en as qui vont quand même changer de boulot. Donc tout est possible. Il y en a qui changent de travail, il y en a qui créent leur travail, il y en a qui retournent dans le même job, il y en a qui changent de poste dans le même job. Tout est possible en fait. Il n'y a pas de... Pas de grande tendance. Non, tout est possible. Il y a des statistiques de Mensura qui ont l'air de dire que plus les gens sont absents longtemps, moins ils retournent dans leur entreprise d'origine. Faut voir d'où ça part, tu vois. Est-ce que c'est le choix délibéré de la personne? Est-ce que c'est parce qu'en fait ils ont été licenciés et remplacés entre-temps? Ou est-ce que c'est parce que ce que l'entreprise propose ne leur correspond pas? Je pense qu'il faut aller analyser ça plus loin. Je vois des gens en arrêt de longue durée, je pense à un homme là, je pense qu'il est resté en arrêt un peu moins de 2 ans et il vient de retourner dans la même entreprise, si je puis dire. Il a changé de fonction et la fonction qu'il a prise est très cohérente puisque maintenant il va s'occuper de la prévention des risques psychosociaux au travail. Je pense que c'est la bonne personne pour ça puisqu'avec l'expérience qu'il a. Voilà, donc... Une tendance dans les gens qui suivent vos formations de vouloir se diriger vers l'aide aux personnes après avoir vécu une expérience douloureuse comme celle-là, de dire maintenant que j'ai compris un tas de choses, j'ai envie d'aider les autres à comprendre? Oui, chez certaines personnes, mais je dirais pas la majorité. En tout cas, ils ont à cœur de partager leur expérience. Ils le font très naturellement et très spontanément dès que ils ont accepté leur situation et passé certaines étapes. Mais ils ne vont pas pour autant en faire leur métier. Mais certains vont vers ça, mais voilà. Si tu avais des conseils à donner aux entreprises, alors j'ai bien compris qu'en termes d'éducation, on devrait aider les gens à... On peut reformater tout l'enseignement, je crois. Oui, ok. Ça on a compris sur l'éducation, j'ai vraiment bien compris qu'il fallait découvrir ses valeurs et les mettre en avant. Au sein des entreprises, des choses que tu vois, où tu te dis, ça, on dysfonctionne un peu trop, on pourrait malgré les difficultés de personnel ou de coûts, etc., faire quand même autrement. On peut faire plein de choses. Il y a plein de possibles aujourd'hui dans l'entreprise. Mais il faut d'abord une volonté managériale de l'entreprise. Ça, c'est très clair. Une prise de conscience du management, que c'est important. Il n'y a pas que la marge bénéficiaire, mais qu'il faut... c'est très logique en fait. Qu'est-ce qui fait l'efficacité de ton entreprise? C'est son potentiel humain. Tu vas investir des millions dans des machines, des millions dans de la com et du marketing. Si tu n'investis pas un minimum dans ton personnel, tu vas avoir un turnover colossal, tu vas avoir de l'absentéisme,
tu vas avoir... donc tu as des gens qu'il faut en permanence former, tout ça, ça coûte du temps et de l'argent, et c'est une perte pour l'entreprise. Mais je veux dire, c'est plein de bon sens. En même temps, tu vois plein d'entreprises qui sont gérées complètement à l'envers. Donc la priorité, c'est la volonté managériale. S'il y a une volonté managériale, il y a plein de super choses qui peuvent être faites. Hein, je donne des conférences dans des entreprises. Là, on est sur un super projet dans une entreprise où on les aide à faire quoi ? À remettre leurs valeurs au centre et à veiller à ce que ces valeurs soient de fait effectivement vécues. Bah, c'est passionnant, ça. C'est de la prévention burn-out. C'est évident. Il y a plein de choses possibles à faire en entreprise. Mieux manager mes collaborateurs. Un management centré sur les valeurs et sur la personne. De nouveau, travailler sur l'estime de ses collaborateurs pour leur donner quoi ? Confiance, pour qu'ils soient participatifs au projet de l'entreprise. Ben, là, c'est un travail colossal. Mais ça n'est possible que si le management est preneur. Sinon, tu te retrouves en porte-à-faux. Hein, ça m'est déjà arrivé de donner une formation dans une entreprise et je dis des choses, le personnel est 100% d'accord et le management fait exactement le contraire. Là, j'ai été dire au management, écoutez, si on continue, enfin moi je viens plus donner les formations chez vous parce qu'on est dans une incohérence qui génère un porte-à-faux et au lieu que ce soit bénéfique à votre entreprise, vous allez juste vous retrouver avec une grève. Ça n'a pas de sens. Donc s'il n'y a pas de volonté managériale, j'ai envie de dire, moi j'y vais pas. Ça n'a pas de sens. Au lieu d'amener une plus-value dans l'entreprise, tu vas amener de la discorde. Donc c'est d'abord toucher les managers. Donc là, la première chose à faire, c'est de nouveau informer sur ce que c'est le burn-out, sur comment ça fonctionne, aider à dépister les personnes à risque. Créer une relation et un climat de confiance avec ces personnes pour pouvoir aborder et cadrer leur travail. Donc c'est prendre soin de la relation à ces personnes à risque, qui sont très faciles à identifier dans une entreprise. C'est les gens passionnés, engagés, qui se donnent à fond, bah ça, facile à repérer. Hein. Il y en a beaucoup aujourd'hui. Il y en a beaucoup. Quand tout le monde est dans un élan enthousiaste. Oui, mais il y a aussi des personnes qui sont plus des suiveurs. Et puis tout le monde ne s'engage plus de la même manière dans l'entreprise. Les jeunes aujourd'hui, ils ne sont plus du tout prêts à aller perdre leur vie dans une entreprise. Hein, il y a vraiment un rapport différent. Tu vois une différence dans le public qui vient à vos formations, hommes, femmes, des jeunes? Moi j'entends qu'il y a beaucoup de jeunes qui font des burn-out, des moins de 30 ans. Oui, il y a de tous les âges. Aujourd'hui c'est saisissant comme c'est tout le monde. Tu as des jeunes, des vieux, des hommes, des femmes, des cadres, des techniciennes de surface, du simple employé, enfin, tu as de tout. D'accord. Et des différences dans ce qui les amène ou comment en sortir? Je m'interroge par exemple pour les jeunes, prenons eux, est-ce que c'est une même forme de burn-out par usure après des années de trop d'engagement sans s'écouter, ou est-ce que chez eux le problème des valeurs, du sens est plus important? J'entends des gens qui vont dans une direction comme dans l'autre. Parce que c'est aussi de l'usure, on voit des gens usés à 30 ans, mais il y en a d'autres qui disent non, on ne peut pas être usé à 30 ans parce qu'il faut si, non, ça c'est faux ça. C'est faux parce que ça dépend du corps de chacun. Ça dépend du milieu dans lequel tu travailles, du climat de travail. Tu peux être jeune et être cassé, mais... je vais te donner un exemple tout simple. J'ai eu une jeune au téléphone il y a quelques mois. Elle venait de terminer sa médecine. Premier contrat de travail, au bout de même pas 3 mois, épuisée, vidée, explosée. Physiquement, psychologiquement, jusqu'à douter des études qu'elle avait faites. Mais alors, pourquoi? Parce que ça, c'est un très bon exemple qui revient souvent, c'est ceux qui font un internat en hôpital après la médecine. Et les vieux médecins te disent, mais nous, on a eu la même chose et on a tenu. Alors, qu'est-ce qui se passe chez nos jeunes? Pourquoi ils ne tiennent pas? C'est intéressant. Parce que le modèle de société n'est pas du tout le même. Le vieux médecin, en général, il y avait une reconnaissance à la clé qui était tout autre.
Hein, c'est comme dans le temps, on va dire, dans les villages, tu avais le curé, le médecin et le notaire, ou quelque chose comme ça, les notables, comme on disait. C'est-à-dire des gens qui étaient naturellement reconnus. Il y avait un respect de la personne et de la fonction qui donnait une reconnaissance. Or, le besoin d'être reconnu est un besoin fondamental chez tout être humain. Que l'on ait 3 mois, 99 ans, il est essentiel. Dans le modèle de société dans lequel on est, où on est dans le tout de suite et la productivité à tout crin, cette reconnaissance passe à la trappe. Et la seule reconnaissance, on va dire que certains visent, c'est l'argent qu'ils vont gagner. Mais ça ne suffit pas du tout, ça. Donc ça, je pense que c'est déjà une chose. C'est cette reconnaissance qu'il n'y a pas. Ce qui manque énormément, c'est l'accompagnement qu'on reçoit. Aujourd'hui, quelqu'un qui est engagé dans une nouvelle fonction, un nouveau poste, il n'y a plus personne qui a le temps de le former. On l'a engagé trop tard, on est déjà trop la corde autour du cou, et tous ceux qui sont là autour de cette personne qui pourrait un peu le former sont déjà avec trop de travail. Ça veut dire que l'accompagnement du jeune qui commence, il n'y en a plus. Autre chose, il y a on est dans du tout de suite et une course et une rentabilité effrénée qui n'était pas la même il y a 20 ans, ni il y a 30 ans, ni il y a 50 ans. Hein, il y a 50 ans, si tu devais encore attendre l'arrivée du facteur avec une lettre, une poste... C'était la belle époque. Je veux dire, je ne sais pas si c'était la belle époque, mais en tout cas, à ce moment-là, tu rédigeais ton courrier, tu l'envoyais... Ici, tu reçois un mail, 10 minutes après, tu reçois un mail pour demander si tu as bien reçu le premier mail, et encore 10 minutes après, on te demande pourquoi tu n'as pas déjà répondu au premier mail. C'est une pollution, cette affaire-là. C'est donc ingérable. Okay, c'est la première fois qu'on parle. Technologie, ça a un impact. Oui, la technologie a un impact parce que de nouveau, on ne nous a pas appris à gérer ça. Comme je te disais tout à l'heure, personne n'a dans son descriptif de fonction le temps, ni le moment, ni comment il doit gérer ses mails, par exemple. Aujourd'hui, dans le mode de travail qui est participatif, d'intelligence collective, et c'est génial tout ça, tu passes beaucoup de temps en réunion. Ok ? Tu arrives au boulot, tu t'es dit dans ta tête, aujourd'hui je vais avancer sur tel ou tel dossier. Sauf qu'en fait, factuellement, c'est pas possible. Par exemple, tu arrives, mettons qu'il y ait des horaires décalés, tu arrives au boulot à 9h, tu commences ton boulot, tu en as d'autres collègues qui vont arriver comme ça jusqu'à 10h, 11h. Ces collègues bien gentils viennent toujours te dire bonjour. C'est super, mais ça interrompt chaque fois le travail dans lequel tu es. Tu connais certainement cette étude qui dit chaque fois que tu es interrompu, il te faut entre 12 à 15 minutes pour replonger dans ce que tu étais en train de faire. Sans compter que tu vas être interrompu par un coup de téléphone, un mail, un SMS, une réunion. Et à la fin de la journée, le sentiment que tu as, c'est de n'avoir avancé sur rien. Pourtant, tu as été au boulot toute la journée, tu as fait plein de choses, mais tu n'as pas avancé sur là où toi tu avais le goût et besoin d'avancer. Oui. Ça laisse un profond sentiment d'insatisfaction, l'impression de ne pas avoir été efficace, et ça c'est destructeur. Par quoi ? Parce que tu es tiraillé dans plein de directions. Aujourd'hui, par crainte justement de procès, de procédures, les mails on les envoie tout le monde en CC. Plus personne prend sa responsabilité. Plus personne va dire « Ok, je tranche là-dessus ». Non, parce qu'on a la crainte que ça nous soit reproché après. Et du coup, si on est pollué, ça c'est ingérable. Et tout ça, on ne l'a pas appris. On ne nous a pas éduqués à gérer tout ça. Et donc aujourd'hui, alors le sommet du sommet dans cette bêtise-là, c'est maintenant les nouvelles entreprises, tu arrives et tu ne sais pas où tu vas travailler parce que c'est open space pour tout et tout le monde doit bouger. Il y a des gens à qui ça convient très bien, c'est une minorité. La majorité, ça va les insécuriser parce que le changement est une source de stress. Le burn-out, sa cause, c'est le stress. Et là, tu multiplies de manière exponentielle les sources de stress. Alors, il y a 2 thèmes ici. Ici, c'est l'open space où tu arrives le matin et tu regardes où il y a de la place. Voilà. Tu n'as plus ta photo, tu n'as plus ta plante verte, tu n'as plus tes collègues autour de toi. Ça, c'est l'insécurité, je comprends bien. Qu'est-ce que tu penses des open space quel impact ça a sur les gens? C'est aussi quelque chose de récent. De nouveau, ça dépend comment il est organisé. Okay. On voit, j'ai été visiter une entreprise il n'y a pas très longtemps. C'était spacieux,
lumineux, agréable, calme. Et pourtant, il y avait beaucoup de monde au travail, sous forme de petits îlots. Ça avait l'air de très bien fonctionner. Mais tu as des open space où c'est bruyant, où c'est ingérable, quoi. Tu travailles, tu ne sais pas travailler concentré parce que tu es tout le temps parasité par les bruits des voisins, des voisines et les rythmes différents de chacun. Ça, c'est juste usant et épuisant. Il y a beaucoup d'entreprises dans lesquelles maintenant on offre des casques aux travailleurs dans les open space pour qu'ils soient moins dérangés par le bruit. Ben oui, tu vois, alors c'est toutes des petites solutions. Tu crées de l'isolement et donc c'est très délicat tout ça. Ça va dépendre de nouveau de chacun, des valeurs de chacun. Donc voilà, ça c'est... Et donc ce qui est difficile pour les jeunes, il n'y a plus cet accompagnement au changement. Alors, je vais revenir à ce vieux médecin qui va dire aux jeunes médecins « Ah oui, mais nous on l'a fait, alors vous pouvez le faire ». Je trouve ça absolument une raison stupide. C'est pas parce qu'ils l'ont fait, qu'ils ont subi cette hiérarchie pyramidale et qu'ils se sont fait engueuler par le patron, qu'ils ont engueulé celui du dessus, que c'est constructif. Ça apprend absolument pas à travailler en équipe. Tu vois, la formation des médecins, c'est une catastrophe en termes de relations humaines. Bon, ici, ça va peut-être changer avec maintenant qu'il y a un concours d'entrée, mais avant qu'il y ait ça, c'était, pendant des années, tu apprenais à travailler que pour toi, t'occuper que de toi, faire gaffe que les autres n'aient pas les bonnes infos. C'était extrêmement catastrophique. Et puis, tu avais terminé ta médecine, tu es généraliste après 9 ans ou après 12, 13, 14 ans, où c'est chacun pour soi, et puis c'est tout. Et puis, ces gens-là, tu leur dis « Ah maintenant vous êtes médecin, allez, travaillez en équipe ». C'est des handicapés de la relation et de l'équipe. Hein. C'est complètement schizophrène, ça. D'accord. Est-ce que tu vois des différences entre les hommes et les femmes? Oui. En nombre et en caractéristiques? Oui. Tu t'amuses déjà? Oui, différence évidente. Il y a beaucoup plus de femmes dans les groupes. Ok, pourquoi? Très simple, parce qu'elle a beaucoup plus de facilité à se remettre en question. C'est vraiment elle est fabriquée comme ça. Alors, c'est pas une généralité, hein, c'est plus nuancé que ça. Mais la femme a plus facile à se tourner vers son intériorité, à mettre des mots sur ce qu'elle ressent et ses émotions et à les communiquer. Et une femme, elle va en parler, elle a besoin d'en parler. Et donc, la démarche de venir dans un groupe, ça va lui être plus facile. Un homme, son réflexe, je ne sais pas si tu avais vu ce spectacle, les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus, il y a quand même de ça. L'homme, lui, il va vouloir se débrouiller tout seul, il va vouloir trouver ses solutions par lui-même, il va donc avoir tendance à se replier, quelque part à se mettre dans sa grotte et à tester et chercher tout seul. Il va vouloir qu'on lui foute la paix, il va s'isoler. Donc faire la démarche de venir dans un groupe, c'est souvent plus compliqué pour les hommes. Bon, c'est des grosses généralités, n'empêche que dans la réalité, c'est ce qu'on observe. Et c'est combien? C'est 70-30? Oui, c'est 70-30. Alors j'ai parfois des groupes où c'est moitié-moitié, mais ce n'est pas du tout la majorité. On va dire c'est 70-30, oui, tout à fait. D'accord. Et c'est pas qu'il y a plus de femmes en burn-out que d'hommes, hein. C'était le cas il y a 20-25 ans. Aujourd'hui, ça c'est fini. Il y a autant d'hommes que de femmes, mais ils vont avoir plus de mal à... Et pourtant, quand ils viennent, ils sont enchantés. Hein. Voilà, oui. De toute façon, tous ceux qui téléphonent chez moi voudraient un rendez-vous individuel, c'est juste impossible. C'est juste impossible. Ou si, je peux leur donner rendez-vous dans 6 mois, j'espère pour eux que dans 6 mois, ça ira mieux, tu vois. Et puis, aujourd'hui, je ne regrette pas. J'aurai même le choix, je leur proposerai en groupe. On va être beaucoup plus efficace pour désamorcer la culpabilité, pour s'enrichir les uns des autres, puisqu'on est dans une approche qui est pédagogique. Et dès qu'ils sont venus à la première rencontre et qu'ils ont vu comment ça se passe, c'est apaisé, c'est réglé, c'est parti, quoi. Ils doivent mettre d'autres solutions en œuvre, les hommes par rapport aux femmes, ou c'est le même chemin? C'est le même chemin, c'est le même apprentissage, oui. Et une fois qu'ils se mettent dans cet apprentissage, ils vont le faire avec leurs outils. Hein. Je pense à un homme en particulier qui avait extrêmement bien compris dès la première rencontre. Lui, il a tout de suite agi avec sa tête et il a très bien structuré les choses, il a organisé, il a mis en place, il a été très factuel. Mais ça marche. D'accord. Voilà. Et donc, non, une fois qu'ils s'y mettent, quoi.
Et c'est enrichissant en fait, qu'il y ait des femmes, des hommes, parce que ça se complète. Je me souviens que dans une conférence, tu avais dit que dans la période où on exagère, où on ne s'écoute pas avant le burn-out, le corps accumule et un jour il vous sert l'addition. C'est quelque chose que tu utilises encore, je crois que c'est oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'on le sent souvent quand la personne accepte de s'arrêter. Certaines personnes, quand on les a été trop loin, je pense que tu vas reconnaître ça, le fait de les mettre à l'arrêt, c'est pire qu'avant. Oui. Et souvent, ils vont reconsulter le médecin pour dire oh, docteur, ça va pas. Je crois que c'est plus grave. Depuis que vous m'avez mis à l'arrêt, c'est encore pire. Je suis comme une loque, je pleure tout le temps, je ne sais plus sortir de mon lit, j'ai pas le courage de me laver, pas le courage de m'habiller, je fais que dormir, je suis bon à rien. Je me demande si je commence pas une grosse dépression. Et en fait, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est à ce moment-là que le corps arrive, et puisqu'enfin la personne est chez elle, c'est comme l'huissier qui arriverait avec les factures d'électricité sous le bras, eh bien le corps arrive avec sous le bras les factures de fatigue en retard. Et il vient présenter effectivement l'addition, la facture en disant ben, écoute voilà. Et ça peut durer de 6 à 8 semaines avant que le simple fait de dormir, tu te lèves le matin en disant ah, j'ai bien dormi, je récupère quelque chose. Ben, je peux te dire que pour ces gens-là, c'est 6 à 8 semaines, c'est l'enfer. Alors 6 à 8 semaines, c'est une moyenne, ça peut être évidemment un peu plus long, parfois plus court, ça dépend jusqu'où on a tiré sur la corde quelque part. Donc ça reste une réalité et c'est capital qu'on le sache parce que sinon on risque de coller l'étiquette dépression sur quelque chose qui n'en est pas, de médiquer alors que c'est pas forcément nécessaire. Bien sûr, il faut être vigilant et suivre, vérifier que d'une part tous les paramètres biologiques sont bons, qu'il n'y ait pas de carence, de problème de thyroïde ou autre, parce que ça c'est à traiter évidemment, et puis suivre et voir qu'à un moment il récupère et il remonte la pente. Mais ça c'est important parce que sinon on mélange tout. On se pose parfois la question de savoir qui doit être le coordinateur du trajet de guérison du patient. Est-ce que c'est le patient lui-même ou est-ce que, par exemple, dans des maisons pluridisciplinaires, ce serait intéressant d'avoir quelqu'un qui dit « et maintenant tu peux refaire un peu de sport » ou « et maintenant… » Ah non. Pour moi c'est capital que ce soit le patient qui soit au centre. Pourquoi ? Parce que c'est lui qui est concerné. Et c'est justement ça qu'il ne sait plus faire, s'écouter, se respecter, se prendre en compte. C'est ça qu'il doit apprendre. Alors qu'il reçoive quelques pistes, quelques conseils, qu'il soit soutenu dans cet apprentissage, oui, par des professionnels à la rigueur, mais la priorité c'est qu'il apprenne à écouter et respecter son corps. Je voyais, c'était pas plus tard qu'il y a 2 jours, une dame qui est allée faire des cours de pilates, dans le cadre de prendre soin d'elle dans le cadre du burn-out. Et puis, elle s'est mise à faire le cours de pilates comme elle fonctionnait avant, en écoutant bien et en suivant bien les consignes de la prof. Elle est sortie du cours explosée. Pourquoi ? Parce qu'elle n'a absolument pas tenu compte de ses énergies, des limites de son corps. Elle s'est fait mal, en fait. Mais elle a bien respecté les consignes, tu vois. Consignes qui sont certainement valables pour monsieur, madame, tout le monde, mais elle est limitée dans ses énergies. Et ça a été extrêmement intéressant. Elle s'est rendue compte, grâce à ça, qu'elle ne s'était pas écoutée, pas du tout prise en compte et pas respectée. Le prochain cours va être intéressant. Donc, donner la responsabilité du burn-out à quelqu'un d'autre, ça c'est une catastrophe. Souvent, les gens me posent la question « Oui, mais ok, mon corps, il m'empêche de retourner, je ne peux pas travailler parce que je n'ai pas d'énergie, ça les énerve déjà. Quand est-ce que je saurai que je pourrai retourner ? Vous allez me le dire. » Je dis « Moi, je ne peux pas vous le dire. C'est pas moi le patron dans cette affaire-là. Oui. Celui qui conduit le mouvement, c'est votre corps et ses énergies. » Et ça, c'est très souvent qu'on entend, à l'approche de la fin du certificat, tous les symptômes reviennent. Je leur dis, vous voyez, vous avez votre réponse. Votre corps vous dit en français dans le texte, pas prêt. Ouais, mais ça va durer combien de temps ? Ça dépend pas de moi. Ça dépend de votre corps, de ses énergies, de son donné de départ, c'est-à-dire son bagage génétique, son capital santé, et puis du soin que vous allez lui accorder. Et du temps où vous avez tiré sur la corde, il faut prendre tous ces paramètres en compte.
Et ça, c'est capital que la personne se réapproprie cette notion-là. Donc, super s'il est dans un centre multidisciplinaire qui accompagne, qui donne des clés, des pistes, ça facilite. Mais surtout qu'il soit au centre et que ce soit la personne qui apprenne à apprendre à repérer ces petits signaux. Oui. Et à les prendre en compte. La notion de plaisir, tu trouves aussi que c'est capital que les gens ils se sont tellement oubliés, pas écoutés, que ça veut même plus faire plaisir. C'est des choses que tu travailles avec. Oui, et c'est même pas la notion de se faire plaisir. C'est simplement la notion de ressentir le plaisir. Oui. Parce qu'il y a un piège à se faire plaisir. Mais c'est encore être dans le faire, dans l'action. C'est dans l'action et le faire, mais je peux vouloir me faire plaisir, mais que ce soit au détriment de mon corps et de ses énergies. Oui. Je pense à une dame, elle va se faire plaisir en courant. Oui, sauf qu'elle n'écoute pas du tout son corps, elle écoute sa montre et son chrono, et qu'est-ce qu'elle a réussi? Elle a eu des tendinites partout. Oui. Et son corps a été obligé d'aller jusque-là pour qu'elle s'arrête. Je dis, oui, mais j'aime trop courir. Ah oui, on voit bien, c'est trop. Donc la notion de faire plaisir peut piéger, mais éprouver du plaisir, ressentir ce qui a du goût. Oui, souvent je leur dis, mais c'était quoi le meilleur moment de la journée d'hier? Pas tous les bons moments, le meilleur. Pour réveiller cette notion, ce goût de plaisir. Qu'est-ce qui pour moi a eu du goût? De nouveau, c'est pas l'idée que j'ai du bon moment, c'est quand est-ce que j'ai senti, ça avait du goût. Et souvent, ils sont étonnés parce que c'est des choses extrêmement simples et ordinaires. Et là aussi, il y a une rééducation qui se fait. La notion de se remettre au centre de sa vie, c'est dans la même lignée. C'est évident. C'est indispensable. Se remettre au centre de sa vie, c'est d'abord y mettre son corps, parce que sans notre corps, on n'y est pas en vie. Si ce corps est malade, s'il est épuisé, s'il est en mauvaise santé, la vie, elle est très diminuée. Hein. C'est presque remettre son corps au centre de sa vie. Ah, bien sûr. C'est sympa, ça, on n'entend pas souvent ça. Ah, mais le burn-out, c'est ce qui se passe. Hein. C'est le corps qui vient dire « Oh, les amis, ça va pas là, on peut pas continuer comme ça. La manière dont tu fonctionnes me tue, me pompe tellement d'énergie que j'en perds des morceaux. » Alors il y a quelque chose qui va t'intéresser sans doute, mais j'ai observé que ce qui se passe avec le processus du burn-out à l'échelle individuelle, c'est exactement le même processus qui se passe à l'échelle de la planète et avec le climat et tous ces dérèglements. Tous les dérèglements climatiques qu'on observe, les tempêtes qu'on vient d'avoir ces derniers jours, toutes ces altérations climatiques sont la même chose. Là, c'est pas... Dans le burn-out, c'est le corps qui dit à la personne « tu dysfonctionnes et tu dépenses beaucoup plus d'énergie que ce que j'en ai » et qui lance ces alertes, eh bien au niveau de la planète, c'est la même chose. Ça, c'est très interpellant et très intéressant, tu vois. C'est exactement le même process qui se joue. Tout à fait d'accord avec toi. Et ça, tu vois, ça devient passionnant. C'est déjà très spirituel quand on c'est pas, mais c'est la même chose. C'est pas spirituel. Aussi mal la planète que notre... C'est factuel. Ouais. Tu vois, là, il n'y a rien de spirituel, c'est vraiment factuel. Regarde le mode de société dans lequel on est, qui est de la production, de l'hyperconsommation. On déploie et on dépense beaucoup plus d'énergie que la planète ne peut nous en donner. Et elle, c'est en train de s'éteindre. On est en train de perdre tout plein de biotopes. C'est très factuel, ça. Or, tous ces différents ingrédients, ce sont comme les cellules d'un corps. On est en train de perdre des cellules du corps. Et à un moment, ce ne sera plus viable, comme dans notre corps. Des personnes qui n'écoutent pas et qui ne prennent pas en compte les signaux du burn-out vont d'abord couper les circuits de base, c'est-à-dire vont couper quoi? Ces capacités humaines. C'est les premiers signaux. La capacité d'écoute diminue, l'empathie diminue, l'ouverture aux autres diminue, donc du repli sur soi. La générosité diminue, la spontanéité, le sens d'humour, tout ça disparaît. On coupe ces circuits parce qu'il n'y a plus d'énergie. Apparaît quoi après? L'irritabilité, du cynisme, de l'agressivité, des coups de colère, une ingérence des émotions. Et quand on est encore descendu plus bas, qu'est-ce qui se passe?
eh ben ça devient physique. Le corps se met à envoyer des symptômes physiques. Pourquoi? Parce qu'on est en train de descendre encore plus bas et que lui, il est en train de souffrir. Il entre en souffrance. Et là, ça peut être n'importe où. Et où est-ce qu'il va d'abord marquer? Là où il est le plus fragile. Qu'est-ce qui définit cette fragilité? Ben, la génétique de nos histoires familiales. Et donc ce qui se passe là à l'échelle du corps humain, dans le processus du burn-out, c'est interpellant, mais c'est la même chose qui se passe à l'échelle de la planète. Tu dis, waouh, ça c'est intéressant. Apprendre à dire non, c'est quelque chose que vous travaillez Absolument pas. Non. Non. Apprendre à se dire non à soi, non. En fait, c'est vraiment le positif. Non, c'est même pas le positif. Je te provoque un peu quand je te dis absolument pas. Parce que ça ne m'intéresse pas du tout d'apprendre aux personnes à dire non. Aux autres, moi ce qui m'intéresse, c'est qu'elles apprennent à se dire oui à elles. L'enjeu est là et uniquement là. Apprendre à se dire oui à soi, ça veut dire apprendre à accepter que je suis fatigué, accepter que j'ai besoin de repos, ça veut dire mettre en place des choses pour m'octroyer ce repos, me ressourcer, recharger mes batteries. Si je ne me dis pas oui à moi, rien de tout ça ne va se faire. Mais si je prends plus de temps pour m'écouter, me respecter, prendre soin de moi, automatiquement ce temps investi pour moi, je ne l'ai plus pour l'autre. Et donc naturellement, je vais poser des limites. Mais dire non à l'autre partant d'un oui que je me suis dit, va passer tout autrement dans la communication que juste mettre des limites aux autres et dire stop, 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 stop. Donc ça ne m'intéresse pas de leur apprendre à dire non, mais qu'ils se disent oui à eux, parce que ce faisant, ils vont dire non. Mais la manière de dire non va être tout autre. Je ne sais pas si tu sens la nuance. Je sens la nuance, et vraiment, ça c'est moi qui ai envie de te provoquer. Apprendre à se dire non à soi-même au XXIe siècle, où on voit les gens aller d'une activité à l'autre, un city trip, 5 activités pour les enfants, c'est aussi apprendre à dire stop à soi-même. Ah non, ça c'est, tu vois, c'est là qu'on va distinguer qui je suis de comment je fonctionne. C'est mettre des limites à ce fonctionnement, ça c'est juste. D'accord. Mais ça va être au nom de me dire oui, de dire oui à quelque chose en moi. C'est-à-dire respecter les énergies de mon corps, respecter ma fatigue, respecter mon besoin de calme, de silence, mon besoin d'intériorité. Voilà, c'est prendre en compte un besoin essentiel qui va m'aider à dire ok. Je voyais une jeune femme hier, elle me disait ah oui, il faut vraiment que j'apprenne à ne faire qu'une seule chose par soirée. Souvent j'ai 2-3 invitations et j'essaye de tout faire. Évidemment, au détriment de son sommeil, au détriment d'une qualité relationnelle. Si je survole les 3, je ne suis pas vraiment dans aucune. Et elle prenait conscience qu'en fait, il y avait une réelle insatisfaction. Et donc, se dire oui, ça va être privilégier une qualité des relations plutôt qu'une quantité. C'est prendre soin de sa qualité de sommeil, parce que quand elle est crevée, elle n'est disponible en fait à personne, ni à elle. Donc ça va vraiment partir d'une conscience de me respecter, de me prendre en compte dans de réels besoins, qui font sens. Pourquoi? Parce que derrière il y a des valeurs. Et là on fait le lien avec les valeurs. Bon. Et donc l'essentiel c'est d'apprendre à se dire oui à soi. Et à le mettre en œuvre en tenant compte des autres, hein, bien sûr. Là il y a souvent, tu vois, un paradoxe. On pense qu'on est égoïste. Exact, tu vois. Or, c'est exactement le contraire. Il n'y a pas plus altruiste que de prendre soin vraiment de soi et de qui on est. Parce que nous sommes des êtres profondément relationnels. Si je vais bien, si je suis en forme, je suis tout à fait disponible à l'autre et j'ai du goût d'aller vers l'autre. Si je suis épuisé, crevé, que je n'ai pas d'énergie, excuse-moi, je suis imbuvable, je suis irritable, je ne suis pas bon à prendre avec des pincettes, et en fait, tout le monde y perd. Mais on est tous convaincus, de par l'éducation qu'on a reçue, que c'est le contraire. Donc là, il faut vraiment reformater le disque dur, il faut remettre ces concepts dans l'autre sens, parce qu'on a tout mélangé. Ouais. Et ça, c'est très chouette à faire. C'est pas évident, parce qu'ils vont mettre un certain temps avant de se rendre compte, mais que c'est vrai, en fait.
Mais il y a une réticence à cause de fausses croyances. C'est toujours, hein. Réticence au changement parce qu'on a peur de l'inconnu, on a peur de fonctionner au... Oui, ou simplement qu'on n'a pas été accompagné dans ce changement. Tout changement nécessite un accompagnement. Et nous, c'est vraiment ce qu'on fait dans les groupes Burnout et dans la formation qu'on apporte, c'est les accompagner dans ce changement. Et chacun va le vivre à son rythme, en prenant les moyens qui lui sont bons et qui lui sont justes, en temps et en heure. Et nous, on va accompagner ce processus, parce que sans accompagnement, c'est pas possible. Il y a trop de fausses croyances dans lesquelles on est enfermé. Ok. Ce sera notre mot de la fin ou on a encore quelque chose qu'on n'a pas abordé? C'est à toi de me dire, à toi de voir. Moi je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais envie de discuter avec toi. Je trouve que c'est bien que sans accompagnement, il n'y a pas de changement possible parce qu'on a trop de fausses croyances. Moi je trouve que c'est un beau mot de la fin. Super. Merci beaucoup, Brieux. Avec grand plaisir, Anne.